Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce panel, comme le disait Patrick, organisé par le CQIMI, le Centre québécois d'éducation aux médias. Ça a été nommé à plusieurs reprises au courant de la journée, mais pour ceux qui ne connaissent pas nos activités, je voulais quand même préciser ce qu'on fait. Donc, c'est une organisation qui a été fondée en 2021 par des journalistes professionnels et qui a pour mission donc d'aider les citoyens à développer leurs compétences pour mieux s'informer, faire connaître le rôle des journalistes et aussi de promouvoir l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, pour y arriver, le CQIMI envoie, entre autres, donc, des journalistes professionnels dans les écoles secondaires, les cégeps, les bibliothèques, les résidences d'aînés, les centres communautaires, et pour donner une formation, notre formation phare qui s'appelle « 30 secondes avant d'y croire ». On a aussi développé différents contenus, des vidéos, des choses comme ça. Et donc, durant ces formations, les journalistes formateurs donnent des trucs pour vérifier l'information, pour vérifier la crédibilité d'une source, dépister des images qui auraient été truquées, départager les faits, des opinions et autres astuces du genre. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est le Centre d'éducation aux médias et à l'information, Centre québécois. Et donc, comme de raison, nous avons suivi de près l'arrivée récente des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT, leur mode de fonctionnement et les dérives informationnelles potentielles qu'elles peuvent entraîner. Et on s'est surtout s'intéresser à ce qu'il faut mettre en place afin d'aiguiser la pensée critique de tous les publics, jeunes et moins jeunes, face à ces nouvelles technologies qui nous interpellent tant. Et durant la prochaine heure, c'est ce qu'on va faire avec nos invités. Donc, je vais vous les présenter brièvement. J'ai à ma droite, donc, Chloé Sondavos, qui est réalisatrice à Radio-Canada. Chloé s'intéresse particulièrement à la culture numérique. Elle a notamment créé une série originale sur les réseaux sociaux dans laquelle elle explore les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle. Bonjour, Chloé. Bonjour, Ève. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, elle va nous présenter un petit peu son travail pendant la discussion. On a quelques éléments fixes parce qu'on ne voulait pas mettre de vidéo en direct comme ça, là. Mais vous allez voir, c'est intéressant ce qu'elle fait. Je vous présente notre deuxième invitée, donc Annie Turbide, qui est conseillère pédagogique au Service national du récit. Annie, elle compte 15 années d'expérience en tant qu'enseignante. Elle a aussi travaille actuellement au sein de l'équipe de conseillers pédagogiques du récit, un réseau qui est axé sur le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies. Et c'est aussi une administratrice du CQMI. Donc, bonjour Annie. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, donc, on a avec nous virtuellement Simon Duguay, qui est enseignant d'éducation aux médias à l'École secondaire de Rochebelle à Québec et qui est chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval. Avec ses élèves, Simon aborde différentes notions en lien avec le numérique, dont la robotique, la programmation, le 3D, la citoyenneté numérique et évidemment l'intelligence artificielle. Merci, Simon, d'être avec nous virtuellement. Merci de m'avoir à distance. Malheureusement, j'enseignais dans une école secondaire aujourd'hui toute la journée à Québec, donc je ne pouvais pas être avec vous en présence, mais je pourrais être avec vous virtuellement. D'accord, ben, merci d'être là en tout cas. Et donc, avec ces trois personnes fantastiques, on va passer les prochaines 45-50 minutes et on suivra d'une période de questions d'environ 15 minutes, on verra. Et vous pouvez donc venir à l'avant ou par Zoom pour les questions. Et avant de commencer la discussion, je vais quand même tout de suite faire les remerciements au programme de journalistes de l'École des médias de l'UQAM, au professeur Patrick Wack qui nous a présenté, à Marc Pinelli aussi de Globe Reporter qui a co-organisé l'événement, mais aussi aux employés stagiaires du CQMI qui les ont épaulés. Donc, je pense évidemment à notre extraordinaire Doria Ramani, qui est coordonnatrice au CQMI, Roxane Lachapelle, Emilia Gagné, Vincent, qui sont nos stagiaires. Et puis, j'aimerais remercier aussi le secrétariat à la jeunesse qui soutient financièrement les activités du CQMI et sans qui nous ne pourrions pas envoyer des journalistes dans les écoles du Québec, partout au Québec, pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Alors voilà, c'est parti pour la conversation. Pour débuter, on voulait vraiment cadrer ce dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle générative. C'est important de bien cerner ce dont on parle. Et donc, parce que ça a seulement 1 an après tout, hein, ça va très, très vite. Et donc, c'est vers Chloé que je me tourne. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, pour commencer la discussion, ce dont on parle quand on parle d'IAG, d'intelligence artificielle générative? Je vais essayer de relever le défi, Ève. Oui. Alors, je vais vous demander d'imaginer un aspirateur.
L'intelligence artificielle générative, on pourrait la voir en 3 étapes autour de cet aspirateur. La première, ce sont les données d'entraînement que l'aspirateur va donc aspirer, des données très vastes. Si on prend l'exemple de ChatGPT, qui est encore le plus connu actuellement, ça va être un mélange de livres qui sont dans le domaine public ou pas, des publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux, des publications de médias aussi. Donc, toutes ces données d'entraînement sont aspirées et digérées dans le ventre de la bête, l'aspirateur, où il va y avoir un apprentissage automatique, donc en utilisant des algorithmes et des technologies d'intelligence artificielle. Cet entraînement peut se faire de façon différente, mais l'idée, c'est de permettre au système d'observer des régularités dans les données, des assemblages qui ont lieu plus souvent que d'autres, bref, de lui apprendre à interpréter ces données. Et la troisième étape, c'est là qu'on va arriver à la génération. Sur base des données qui ont été analysées, notre aspirateur ou notre système d'intelligence artificielle va être capable de générer de nouveaux assemblages. Si on prend l'exemple de ChatGPT, le coup de génie d'OpenAI il y a presque 1 an maintenant, ça a été d'ajouter une interface de chat, donc de clavardage avec le système d'intelligence artificielle qui permet au grand public d'interagir avec ce système de manière très simple, très intuitive. Pourquoi? Mais parce qu'on utilise notre langage, le langage naturel, et on dit donc que ce type de systèmes sont des grands modèles de langage. Et le mot langage est vraiment important ici, ce ne sont pas des modèles de connaissance. Les données qui les ont entraînés s'arrêtent à une certaine date. Pour la dernière mise à jour de ChatGPT, maintenant, c'est janvier 2022. Et par ailleurs, ces systèmes, comme on le disait, ont été entraînés à repérer des régularités, mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent exactement ce qu'ils font. Ils vont plutôt assembler des phrases qui ont la plus grande probabilité d'être ensemble. Donc ça, déjà, c'est des petites distinctions à garder en tête. Eve nous parlait de l'évolution extrêmement rapide de ces systèmes. Avec ChatGPT, on en a encore une fois un exemple. Au départ, c'était uniquement du texte. Maintenant, ça peut être du texte avec un accès au web, avec une petite extension qui va nous permettre d'aller chercher des informations à jour. On peut également maintenant analyser des images et générer des images. Et il y a également de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. Donc, ChatGPT est en train de devenir ce qu'on appelle multimodal. Et je voudrais vous montrer un petit exemple avec la diapositive numéro 2. Donc, j'ai fait l'exercice pour aujourd'hui de demander à ChatGPT, tiens, si tu devais expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle générative dans le cadre d'une conférence, qu'est-ce que ça donnerait? On peut le voir ici, c'est tout petit, on peut le voir ici à l'écran. L'idée, donc, c'est d'avoir un texte. Dans ce cas-ci, l'exemple qui donnait, c'était une journaliste qui recevait des quantités de bonbons, en fait. Le système avait analysé plein de bonbons et à partir de là, était capable de générer de nouvelles saveurs. Donc, c'est le côté génératif. Vous voyez sur le côté l'image. Donc, ça, c'est nouveau pour ChatGPT de pouvoir créer des images. La génération de texte aussi, c'est une avancée technologique. Avant, ce n'était pas possible. Mais on voit aussi des limites. On voit que ce n'est pas parfait. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la journaliste qui est représentée avec un sac à main, une mini-jupe et des hauts talons. Donc là, on touche à la problématique des biais. Des biais, oui. Exactement. Puis quand on disait, on peut passer à la diapo suivante, il y a différents modèles. Ici, même exercice avec Midjourney, qui nous donne un rendu qui est réaliste, proche d'une photographie originale, mais tout ça a complètement été généré. Donc, multimodal, ça peut être texte vers l'image, vers la vidéo, vers la musique. Rapidement, en terminant ce premier tour d'horizon, je trouve que c'est important aussi de placer cette accélération dans un contexte de compétition entre les géants du numérique. Si ça évolue si vite en même temps, c'est parce que aujourd'hui, c'est parce que les compagnies qui sont derrière ces systèmes veulent remporter un petit peu la course au développement. Il y a aussi une compétition géopolitique derrière tout ça. Bref, je pense qu'il faut placer l'intelligence artificielle dans un cadre plus large et placer aussi les humains et la société au cœur de toutes les questions qu'on se pose sur l'évolution de ces systèmes et leur impact aujourd'hui. Absolument. Annie, donc on parle de cadrer tout ça. Est-ce qu'on peut cadrer ça dans le système scolaire? Donc, est-ce que les jeunes connaissent les outils, donc les IA génératives, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, quelles sont leurs limites au niveau de la crédibilité, de la véracité de l'information qu'elles fournissent? Est-ce qu'on peut avoir un petit portrait de ce qui se passe à l'école?
Oui, mais en fait, c'est très difficile d'avoir un portrait assez exhaustif de ce qui se passe à l'école, vu le nombre d'écoles et les milieux qui sont très diversifiés. On sait dans les recherches de, entre autres, Simon Collin, que les connaissances des jeunes préalables avec le numérique en général, et là, je ne parle pas d'IA spécifiquement, sont très, très hétérogènes. Et elles sont influencés par leur milieu socio-économique dans lequel ils viennent, et évidemment les établissements qu'ils fréquentent et les projets auxquels ils sont présentés finalement et les outils qu'ils vont utiliser. Fait que pour l'instant, je ne serais pas prête à dire qu'il y a qu'il y a une connaissance massive globale chez les jeunes, d'autant plus que c'est quand même assez récent. Et bon, parfois, le principe de prudence fait en sorte qu'on essaie de mettre les choses en place de façon correcte. Mais il y a des initiatives de plus en plus qui se présentent à nous. Simon va nous en parler, entre autres, d'une initiative qui a vu au secondaire. J'ai des collègues aussi au récit en univers social. Donc, l'univers social, c'est le domaine de l'histoire et de la géographie, qui ont bâti des tâches, 4 tâches ultra intéressantes. J'aurais aimé ça les ajouter, mais bref, vous irez voir recitus.qc.ca. Et donc, ils ont fait générer des images à partir d'événements historiques et en présentant 4 images différentes aux jeunes de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3 et 4, puis évidemment en fonction d'événements historiques différents, bien, ils vont amener les jeunes à développer leur esprit critique sur ces images-là, laquelle, après vous, mettons, on prend celui de secondaire 4, c'est sur la crise de la conscription. Et donc, on demande aux jeunes, il y a une image qui est vraie parmi ces 4-là, et laquelle, à ton avis, est celle qui est le plus susceptible d'avoir été prise lors de l'événement. Et donc, à ce moment-là, on va essayer, puis de comprendre pourquoi, quels sont les indices que j'utilise finalement pour déceler tout ça. Et on va étudier de façon iconographique, là, finalement, les ressources qui sont là. Donc, c'est des exemples qui émergent de plus en plus dans le réseau scolaire. Et la compétence numérique, on y reviendra tantôt, est quand même une pierre d'assise là, pour le développement de ces compétences-là. Mais on est en train, le train est en route. Oui, le train est en route. Et moi, je me demandais sur le terrain, Simon, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que les jeunes sont curieux de ces objets-là? Est-ce qu'ils les utilisent? Est-ce qu'ils utilisent les chats dont tu as parlé, par exemple, Chloé, ou les autres outils sur Snapchat? Qu'est-ce qu'on voit directement en classe? Moi, c'est sûr que je ne peux pas vous donner de statistiques nationales parce que j'en ai pas, mais je peux donner des statistiques par rapport à mon vécu comme enseignant en classe. À plusieurs moments depuis la sortie de ChatGPT, j'ai un peu interrogé les élèves. Je vous dirais, au printemps passé, on était à peut-être la moitié des élèves qui l'avaient essayé. Quand My AI est sorti, tout le monde l'a essayé, ou du moins une très, très grande majorité des personnes ont essayé l'IA générative, même s'ils ne savaient pas que c'était de l'IA générative par Snapchat directement. Beaucoup de réactions, on pourra s'en parler plus tard. Et cet automne, là, quand j'en ai parlé, c'était une très grande majorité des élèves qui avaient essayé des intelligences artificielles génératives et pour toutes sortes de raisons. Certains, c'était par curiosité parce qu'ils ont vu passer ça sur TikTok, ils ont vu passer ça sur différents endroits, des amis le connaissaient. Et certains ont essayé d'en faire des usages créatifs qui sont, ma foi, super intéressants. Là, j'ai des élèves qui étaient en panne d'inspiration, ils voulaient créer de l'art. Fait que là, ils sont allés poser des questions. J'ai des élèves qui ne savaient pas trop comment faire je me rappelle plus, c'était quelque chose à la guitare. Fait qu'il est allé demander à ChatGPT s'il pouvait l'aider par rapport à ça. Donc, on a des élèves qui en font un usage qui est super, super intéressant, même avant même toute intervention en classe pour en parler. Là. Donc, avant même que je le présente, c'était des élèves qui me disaient « Oui, j'ai essayé ça en fin de semaine, je posais des questions pour m'aider, quelque chose que je voulais faire à la maison, ça a été super utile. » Donc, c'est fantastique. Certains s'en servent, pas tous, bien évidemment, pour ces raisons-là. Mais donc, beaucoup en font l'ont essayé au moins. Et on a décidé en classe de faire quelque chose. En fait, dès le printemps passé, j'avais commencé à faire des activités parce que j'ai un cours d'éducation aux médias. Donc, je voulais en parler avec les élèves. Puis, je voulais qu'on réfléchisse. Oui, c'est quoi l'outil? Pas forcément qu'on apprenne à l'utiliser, mais qu'on apprenne à réfléchir par rapport à la place de l'intelligence artificielle générative dans la société et en éducation de manière générale. Donc, j'ai sollicité Julie April du récit en développement de la personne et Viviane Valérand, éventuellement, s'est jointe à nous, là, qui travaille pour l'Obvia, donc qui est chercheur pour l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Puis on s'est assis au printemps et une partie cet été pour vraiment créer une activité à faire en classe qu'on a vécu dans les dernières semaines dans ma classe.
Si vous voulez aller à la diapositive numéro 8. Donc, on a créé en fait le projet Y as-tu pensé, qui est une activité dans laquelle on veut que les élèves s'interrogent par rapport à leur usage, puis par rapport à l'usage global dans la société de l'intelligence artificielle générative. Si vous allez à la diapositive suivante, le projet, en fait, était en 4 étapes. Donc, c'était sur 4 cours. Le premier cours, on parlait des bases de l'intelligence artificielle. Donc, on présentait un peu comment l'intelligence artificielle fonctionne de manière générale, parce que moi, j'enseignais l'IA avant même ChatGPT. À l'époque, on parlait de reconnaissance faciale, puis on parlait d'auto qui se conduisent toute seule. Mais comment l'IA apprend, comment elle est entraînée, c'est quoi l'importance des données d'entraînement par rapport aux résultats? Donc, on présentait tout ça. Le défi numéro 2, on faisait essayer des intelligences artificielles génératives aux élèves. On ne leur faisait pas essayer ChatGPT, on allait vers d'autres IA génératives, entre autres celles qui génèrent des images. Donc, on leur en présentait plusieurs IA. On présentait la Teachable Machine qui permet d'entraîner un modèle à faire de la reconnaissance visuelle. On leur montrait comment utiliser Stable, Distributable Diffusion qui permettent de faire de la génération d'images. Donc, on voulait vraiment, tout en ayant une réflexion, sur comment ça pourrait être utilisé ou non. Ensuite, on parlait des limites, le troisième cours, des limites de l'IA générative, donc les biais algorithmiques, quand l'IA, comme ChatGPT, va favoriser certains groupes sociaux par rapport à d'autres. On va parler d'un terme que certains appellent les hallucinations, ou quand l'intelligence artificielle invente des faits, pour que les élèves sachent que tout ce qui est écrit par l'IA, comme Chloé présentait un petit peu plus tôt, c'est des modèles statistiques, ce n'est pas le savoir incarné. Donc, des fois, les IA vont écrire des choses qui sont fausses. Il faut que les élèves le sachent. On va parler des différentes dérives, comme la désinformation, comme d'autres sortes d'utilisations à mauvais escient. Et à la fin, on voulait faire délibérer les élèves. Donc, les élèves avaient tous des mises en situation qui incluaient tous des situations qui étaient ni blanches ni noires par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Et là, en équipe, les élèves devaient délibérer là-dessus et à la fin faire des recommandations par rapport à l'utilisation de l'IA de manière plus large. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Est-ce que les institutions pourraient agir, etc. C'était vraiment un temps qu'on a pris en classe pour réfléchir à ça et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'au début du projet, on demandait aux élèves, bon, c'est quoi votre opinion de l'IA générative? Puis la majorité des réponses, c'était, je ne le sais pas, c'est quoi? J'en ai pas jamais vraiment posé la question. Ou encore, ça fait peur. C'est des robots qui vont dominer le monde. Donc ça, c'était avant. Et à la fin, la majorité des élèves étaient rendus nuancés puis ils disaient, ben, l'IA générative, dans certains contextes, pour certaines pratiques, ça peut être intéressant, mais on ne doit pas oublier que Puis souvent, les élèves disaient, ça peut être utile, mais ça prend toujours un humain qui est là pour valider, pour vérifier des choses. Et les élèves, la discussion à la fin, comme on a vraiment pris le temps de réfléchir, ben, étaient capables de réinvestir des notions comme l'entraînement. Ah, ben là, cette IA-là, ça pourrait être intéressant, mais ça dépend de l'entraînement qu'elle a eu, si elle est biaisée, parce que dans certains contextes, ça peut être plus problématique que d'autres. Donc, ils ont vraiment eu une réflexion qui les a amenés un peu à un changement conceptuel. Ça les a amenés de j'en ai entendu parler à j'ai pris le temps de réfléchir là-dessus et je suis capable de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à ça. L'IA générative, ce ne sera pas la dernière technologie qui va amener des changements dans notre société. Donc, que les élèves apprennent à prendre un temps d'arrêt et se dire, bon, je vais aller me renseigner, c'est quoi les notions techniques, ça peut être quoi les enjeux sociaux, les enjeux moraux par rapport à ça, et je vais me faire une propre tête par rapport à ça. Mais cette démarche-là, oui, est utile dans le cas de l'arrivée de l'IA générative, mais elle le sera dans le cadre d'arrivée d'autres technologies plus tard aussi. Donc, ça a été très, très, très intéressant de voir les élèves mener cette réflexion-là vraiment en profondeur. Ça a été un beau moment en classe, je dirais, des beaux moments parce que ça a duré 4 à 5 cours, là, mais très, très, très intéressant là, de vivre ça en classe. Merci, Simon. En tout cas, je trouve que c'est un bel exemple que tu donnes à quel point la réflexion peut s'approfondir à travers justement un cours dédié à la compréhension de leur mode de fonctionnement, aussi de bien expliquer, bon, de montrer comment les utiliser de façon créative. Donc, ça semble être une piste aussi justement au niveau de l'éducation aux médias et à l'information. Et ensuite, de montrer quelles sont leurs limites pour avoir vraiment cette réflexion-là, d'aller vers une meilleure compréhension, un meilleur usage et de bien comprendre les dérives.
suivre. Donc, ça mettait quand même bien la table. Ce que je comprends aussi de ce que vous avez dit tout à l'heure, tout le monde, c'est que finalement, autant le grand public que les jeunes ne sont pas vraiment encore bien au courant de ce que font ces outils-là. Chloé, toi qui fais de l'éducation aux médias et à l'information, qui parle beaucoup d'IA générative sur les réseaux sociaux, penses-tu que le public est au courant? Mais j'imagine que non, mais vas-y quand même. C'est très variable. Je dois dire que je suis un peu jalouse de Simon qui a du temps. Oui. Qui le crée et qui l'utilise bien pour justement avancer dans la durée avec les élèves et voir ce
Puis, pour rebondir simplement, il n'y a pas seulement les étudiants universitaires qui déclenchent parfois la détection à l'IA, il y a même des passages de la Constitution américaine qui a été détectée comme générée par l'intelligence artificielle. Donc, ça montre la fiabilité du système. Bon exemple. Mais justement, ça nous fait rebondir sur le point suivant qui était tout le développement de l'esprit critique, qui, je pense, est encore plus important que jamais. Donc, quels exercices on peut développer dans les écoles, comment on peut le faire dans les médias. Donc, déjà, à l'école, Annie, je pense que le développement de l'esprit critique fait partie des compétences à développer dans les programmes, là, du primaire au secondaire, en tout cas. Effectivement, on a plusieurs poignées ou leviers, finalement, dans les programmes d'études pour développer la pensée critique. Puis, en fait, je dis levier, mais c'est prescriptif, hein? Donc, nous développons la pensée critique à travers différentes activités pédagogiques. J'attire votre attention sur la diapo 12, qui, dans le fond, est la nomenclature de la compétence numérique qui a été développée et lancée en 2018 et 2019 avec le plan d'action numérique au Québec. Et donc, c'est une seule compétence, la compétence numérique, mais qui se décline en 12 dimensions. En son cœur, vous avez agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, il y a quand même cette importance-là et cette espèce de filtre qui a été la façon dont elle a été montée, qui fait en sorte que peu importe ce que je fais, ce que je développe autour, je devrais passer par le filtre de la réflexion éthique. Comme quoi François Tadei avait peut-être pas tort quand il a dit la technique sans éthique n'est que ruine de l'âme. Bref. Réfléchis. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que dans une de ces 12 dimensions, on a effectivement le développement de la pensée critique, donc juste en bas, là, des mots citoyens éthiques. Alors, quand on utilise le numérique, on doit développer sa pensée critique. Et l'intelligence artificielle, comme d'autres logiciels ou d'autres avancées technologiques, nous mettent ça sur un plateau d'argent. Qu'on parle de géolocalisation ou de reconnaissance faciale, je veux dire, c'est la clé numéro 1. Cet après-midi, j'étais avec des gestionnaires scolaires et quand on leur a dit c'est quoi le plus important, vous pensez, quand vous voyez tout ce qu'on vous présente en intelligence artificielle, bien, la réponse était unanime, c'est le développement de la pensée critique. Donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Fait que ça, c'est la compétence numérique. Si on passe à la diapo 13, vous allez pouvoir apprécier le fait que la dimension habileté technologique le nommait déjà en 2018. Donc, développer une compréhension globale à l'égard de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur l'éducation, mais pas seulement, sur aussi la société, la culture ou la politique. Donc, on a là autant de leviers là, que possible. Le deuxième pan de ça, c'est un nouveau cours qui était en projet pilote l'an passé, qui est en disponibilité cette année, mais qui sera obligatoire à partir de septembre 2024. Et ça s'appelle Culture et citoyenneté québécoise. Dans le fond, Simon, l'activité qu'il vous présentait a été montée conjointement avec une collègue et la démarche qu'ils ont utilisée, c'est vraiment la démarche de réflexion éthique qu'on utilise à l'école avec les élèves pour aborder tous les sujets, en fait, qui comportent un enjeu. Donc, je vous invite à revenir à la diapo 10. Donc, à travers cette dimension, cette compétence en éthique, cette démarche, on va avoir de façon prescriptive plusieurs sujets à aborder. Ça pourrait être la contre-culture, ça pourrait être la socialisation, etc. Mais en secondaire 4, on a un thème qui s'appelle technologie et défis d'avenir. Et dans ce thème, si vous voyez, il y a des concepts particuliers en bas. Là, je sais que c'est tout petit, mais on peut y trouver, entre autres, intelligence artificielle. Donc, c'est prescrit au programme maintenant. C'est un contenu disciplinaire. On enseigne l'intelligence artificielle à travers la réflexion éthique, mais aussi à travers la lorgnette de la sociologie. En tout cas, ça pourrait être un autre sujet hautement intéressant. On restera après. En passant par le fonctionnement algorithmique. Fait que dans le fond, à partir de septembre prochain, ce sera inclus pour nos élèves de 4e secondaire. La dernière diapositive sur laquelle j'attire votre attention, c'est le même programme de culture et citoyenneté québécoise, mais au primaire, parce qu'il y a quelque chose que je trouvais pertinent dans notre situation aujourd'hui, donc diapo 11, s'il vous plaît, c'est de montrer que dès le 2e cycle du primaire, donc au Québec, 2e, 3e et 4e année, ça donne à partir de 8 ans,
on va aborder avec les élèves la fiabilité de l'information. Donc, on va, dès cet âge, leur donner des outils. Je suis dans Savoir dans l'espace numérique au 2e cycle. Donc, ce qui est écrit, c'est fiabilité de l'information sur les plateformes numériques. Donc, on va essayer d'aller voir avec eux qu'est-ce qu'on retrouve sur ces plateformes-là. Qu'est-ce qu'un média social? Qu'est-ce qui est un média traditionnel? Etc. Et comment peser ou jauger à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire, on s'entend, la valeur d'une information, donc en leur donnant des critères et en travaillant avec eux cette pensée critique-là, finalement. Et puis, ça continue en 4e année, en 5e année, en 6e année. Alors, on va placer des bases de plus en plus jeunes pour leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils vivent puis de mieux l'interpréter, je crois. Que ça fait peut-être un peu licorne, mais je trouve ça beau. Moi, j'allais dire que ce serait un excellent sujet de reportage, de savoir que dès l'an prochain, l'intelligence artificielle va être enseignée dans les écoles du Québec au secondaire. Ouais. Oui, en effet. Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, on pense vraiment, on pense continuer dans la continuité, en fait, de vérifier l'information qui est fiable et les vérifier. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous aviez dit aussi tout à l'heure, c'était que ça touche différentes choses qui peuvent vraiment intéresser les jeunes. La création d'images, la question des droits d'auteur, la question du droit à l'image, à la vie privée. Donc, tout ça, ça doit quand même être intéressant de toucher ça en classe. Est-ce que ça devient là un atout de parler d'intelligence artificielle à l'école pour soulever tous ces enjeux-là? Oui, vraiment. Je vous dirais, là, avant l'arrivée de ChatGPT, quand je parlais d'intelligence artificielle, souvent, c'était loin. On parlait d'un sujet d'avenir, fait qu'il y avait un certain intérêt parce que, bon, les nouvelles technologies, c'est tout le temps intéressant. Mais là, à partir du moment que je parle d'intelligence artificielle en classe, je sais que j'ai l'attention de tout le monde dans la classe, ils m'écoutent et on va en parler. MyAI, la journée que c'est sorti, j'avais même pas besoin de commencer le cours avec ça, que les élèves venaient me voir en me disant, là, monsieur, il y a ça qui est apparu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça a vraiment, les élèves se sentent concernés par ça. Ils sentent que c'est non seulement leur avenir, mais leur présent aussi. Ils se questionnent sur leur usage-là. Ils questionnent sur, mais le métier que je veux faire, est-ce qu'il va encore exister plus tard? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Ils voient que le monde est en changement. Puis ça permet d'avoir l'activité qu'on présentait. D'ailleurs, je fais une parenthèse, ça va être annoncé à la journée du numérique. Cette activité-là va être publique. Donc, n'importe quel enseignant de la province qui veut la faire en classe, ça va être disponible pour tout le monde. On va créer même du matériel pour former les enseignants à ça. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les élèves, je veux dire, j'ai fait de l'éthique des technologies en classe et ils étaient tous super intéressés de le faire. C'est rare qu'on va parler d'éthique puis d'approche réflexive et que les élèves vont être enthousiastes à le faire, mais là, parce Non. que, non, c'est vrai, Excuse-moi. c'était peut-être, non, OK, je me reprends. C'est pas toujours que ça arrive, je m'excuse, mais moi, avant, j'étais un prof de sciences, donc c'est sûr que nous, on est plus là-dedans, mais ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on parle d'intelligence artificielle, on développe la pensée critique, les élèves se sentent concernés. Ils veulent en parler, ils sentent que c'est important, ils sentent que c'est l'avenir. Puis dans le projet qu'on faisait, à un moment donné, on leur disait, disons que tu étais au gouvernement, tu devrais voter des lois là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Ils prenaient le temps. Ah, ben, est-ce qu'on pourrait voter des lois que si un emploi est automatisé, ben là, la compagnie doit payer un certain temps la formation ou le gouvernement pour que l'employé se requalifie? Est-ce que le gouvernement devrait empêcher que l'IA soit utilisée dans certains domaines, par exemple dans la police, ou est-ce que ça peut être plus un enjeu à cause des biais qui pourraient faire de la discrimination? Donc, les élèves se questionnent là-dessus, puis parce qu'on l'aborde en classe, ben moi, ça me permet de passer mes contenus de mon programme super facilement parce que les élèves sont super intéressés. Puis il y a plein d'autres sujets très intéressants pour aborder ça aussi, bien évidemment, mais ça nous ouvre grand la porte à parler d'éducation aux médias là, de manière super intéressante. Et est-ce que c'est plus facile à ce moment-là de les intéresser aux notions de ce que c'est une information fiable, de ce que c'est vérifier l'information, de l'importance de croiser les sources, etc.? Est-ce qu'à ce moment-là, ça les interpelle davantage quand on utilise, par exemple, des exemples avec l'intelligence artificielle en classe? Absolument, parce que quand on va parler de fiabilité de l'information, tu sais, puis là, je suis tellement content d'apprendre que ça va commencer plus tôt dans le parcours. Ben déjà, plusieurs enseignants le faisaient plus tôt, je dis pas le contraire, mais que là, systématiquement, dès la 4e année, moi, j'ai hâte de voir rendu en secondaire 3, quand les premiers là, qui vont l'avoir fait à partir de la 4e année, quand ils vont arriver dans ma classe, j'ai très hâte de voir ça, mais
Je dirais que dans l'activité qu'on faisait à un certain moment, je montrais une photo, puis c'était en fait une personne âgée qui se faisait violenter par la police lors d'émeutes en France. Puis on voyait la personne âgée avec beaucoup de sang dans le visage, puis les policiers le prenaient. Mais en fait, puis là, je présentais ça aux élèves en disant Hey, je ne sais pas si vous avez entendu parler, quand il y avait les émeutes. Il y a il y a un certain temps, mais au printemps passé, je présentais l'image en disant Hey, en France, ça s'est passé ça, ta, ta, ta. Puis là, les élèves étaient outrés parce que, mon Dieu, ça pourrait être mon grand-père. Puis là, après ça, ben, je leur disais, ben, ça, ce n'est pas une vraie image, ce n'est pas une vraie personne. Ça a été généré par de l'intelligence artificielle. Puis là, on montrait quels éléments. On pourrait dire, bon, ben, lui, il a 2 coudes. Là, il manque une insigne à tel endroit. Donc, il y avait encore. Fait que là, ça ouvrait la discussion à ça. C'est sûr que l'IA va avancer. Là. Moi, je ne pourrais pas dire à mes élèves, voici la solution magique pour détecter si c'est une image qui est fausse, parce que je veux dire, concrètement, la technologie s'améliore tellement que peut-être que dans un an, on ne pourra plus voir des problèmes anatomiques, si on peut dire, là, d'un doigt de plus ou des choses comme ça dans la main. Donc, c'est important que les élèves aient vraiment cette vision-là à long terme. Mais là, parce qu'ils se sont pas fait, je ne veux pas dire prendre, mais parce qu'ils sont un peu entrés dans le jeu d'être émotifs, ça permet aussi d'aborder en classe, de dire, mais regarde, c'est un sujet qui te rend émotif, et quand on est émotif, souvent, on va abaisser notre barrière critique. Donc, quand un sujet nous fâche, quand un sujet nous attriste, nous rend très heureux, ça se peut qu'on ne fasse pas Oh, attends, je vais aller vérifier en ligne pour voir si cette information-là est factuellement vraie ou non. Donc, c'était un peu pour aborder les stratégies psychologiques utilisées dans la désinformation. Puis là, parce que les élèves l'avaient vécu, bien là, ils se disaient, ah, OK, la prochaine fois, je vais essayer de peut-être me poser un peu plus de questions, d'avoir un peu plus de garde. Mais au moins, ça les faisait réaliser que des fois, l'émotion peut être une entrave dans la réflexion critique. Donc, d'avoir ces stratégies métacognitives-là, c'est super intéressant. Puis là, bien, à partir de là, on continue à parler de, bon, bien, qu'est-ce qu'une source fiable? Comment est-ce qu'on doit aller voir c'est qui l'auteur? Maintenant qu'on sait c'est qui l'auteur, est-ce que c'est un spécialiste dans le domaine? Intégrer les médias sociaux. Maintenant, les jeunes, ils ne vont pas juste aller s'instruire dans des encyclopédies ou dans des Ah bon? reportages. Non, malheureusement, ce serait incroyable. Mais beaucoup des médias que les jeunes consomment sont sur leur téléphone. Mais c'est un peu de dédramatiser ça, puis de dire, ben, ça se peut que le YouTuber que tu suis soit une source fiable parce que c'est un expert dans le domaine. Il y a des personnes qui font de la vulgarisation scientifique, qui sont calées, qui connaissent ce qu'ils font, qui ont les diplômes pour démontrer que ce sont des sources fiables, mais c'est de leur dire ça. Il faut que les élèves le sachent. Oui, ça se peut que Quels sur sont les TikTok. critères, en fait? Oui, Ouais. c'est ça. C'est quels critères? Puis ça s'applique aussi sur les réseaux sociaux, pas que dans les informations, mais les autres sources d'informations. Quand on parle du journalisme, c'est intéressant aussi. Mais encore une fois, faire la différence entre le journalisme de fait, le journalisme d'opinion. Les deux sont super importants dans la société, mais pas pour forcément les mêmes raisons. Donc, encore une fois, ça les amène à faire la distinction entre les faits et les opinions pour aller chercher plus d'informations. Mais l'IA générative, donc par exemple la fausse image que je présentais plus tôt, m'a ouvert la porte à partir avec À ça. tout Et ça. là, les élèves écoutaient vraiment parce qu'ils sentent que c'est pas seulement applicable dans des travaux d'école, mais c'est aussi applicable au contenu qu'ils voient au jour le jour sur leur téléphone, de se poser la question, est-ce que c'est une vraie image, est-ce que c'est une fausse image? Cette personne-là me présente des faits, mais est-ce qu'il sait vraiment? Est-ce que c'est un journaliste qui est accrédité? Est-ce que c'est un expert? Ou c'est quelqu'un qui dit un peu à voix haute tout ce qu'il pense? Donc, ça rend concret. Pas qu'il ne l'était pas avant, mais pour les élèves, de voir que ce que j'enseigne, ils peuvent s'en servir pour avoir un contrôle, avoir un certain pouvoir décisionnel sur ce qu'ils vont retenir ou non de ce qu'ils voient sur TikTok, par exemple, mais ça leur donne ce pouvoir-là aux élèves. Mhm. Et Chloé, est-ce que l'IA ou parler de l'IA peut avoir le même effet avec un public adulte, donc pour éveiller l'esprit critique, par exemple, par rapport au contenu, par rapport aux images ou vidéos? C'est une bonne question. J'aime le fait qu'on ait souligné l'importance de l'émotion dans tout Ouais. ça. Parce que c'est vrai que dans le cas de la première rencontre avec les jeunes et l'intelligence artificielle, si on peut aller à la diapositive numéro 5, moi aussi j'ai vécu l'arrivée de MyAI sur Snapchat de plein fouet, mais côté média dans le fond. Et donc j'anime un compte TikTok avec des
vidéos verticales, court format autour de l'intelligence artificielle. Puis en l'espace de quelques jours, j'ai commencé à recevoir énormément de questions de gens qui cherchaient à comprendre comment fonctionnait cette intelligence artificielle générative. Puis vous voyez le nombre de vues, c'est allé jusqu'à 6 millions de vues pour des vidéos. Je le souligne pas du tout pour mettre de l'avant un score. J'ai des vidéos qui font 500 vues aussi, puis c'est parfait. Mais vraiment l'intérêt dans la population à ce moment-là. Puis TikTok, bien sûr, il y a les jeunes, mais en fait, en l'utilisant, j'ai constaté qu'il y a vraiment une population très diversifiée et les questions venaient un petit peu de tous les horizons. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce processus-là, c'est quelque part d'aller sur le terrain numérique, pour justement aller à la rencontre du public. Et quand on parle du rôle des émotions, ça peut être une bougie d'allumage pour la curiosité. Et je trouve que c'est intéressant, comme professionnel des médias, de se questionner sur nos propres émotions. On parle d'esprit critique aujourd'hui. Comment on peut appliquer cet esprit critique à notre propre travail dans la couverture de l'intelligence artificielle? On a beaucoup entendu le mot hype, donc emballement, et je pense que les médias, volontairement ou non, peuvent contribuer à cet emballement en relayant des nouveautés qui sont annoncées par les compagnies sans les remettre en question, en relayant une annonce mais sans retourner voir quelques mois, quelques années plus tard, est-ce que vraiment la promesse a été livrée, est-ce qu'il y a réellement eu un impact, en soulignant pas assez les limites des systèmes d'intelligence artificielle, en faisant toujours entendre les mêmes voix. Donc en fait, on retrouve des problématiques qui sont présentes dans d'autres domaines du journalisme, avec peut-être une spécificité dans le cas de l'intelligence artificielle en ce moment, c'est l'angoisse collective qu'on a évoquée un petit peu plus tôt. Je pense qu'il faut en être conscient. C'est encore un terme qui fait peur, un domaine qui génère beaucoup de peur du côté du public, qui est parfois alimenté aussi par certaines personnes qui trouvent un intérêt financier. Donc je crois qu'il faut rester très très vigilant là-dessus et voir comment on peut justement accompagner le public là-dedans. Donc ça peut être de nous-mêmes oser aller tester ces outils, en parler de la façon la plus transparente, la plus humble, la plus honnête possible. Un exemple que je trouvais intéressant à la diapositive numéro 6, c'est Caitlin Dewey, qui est une journaliste indépendante qui a notamment travaillé pour le Washington Post. Ici, elle donne un exemple sur son compte X, anciennement Twitter, d'un article. Donc, elle a publié, elle a fait sa recherche en suivant tout le processus habituel. Mais par la suite, en fait, elle a interrogé ChatGPT pour demander quels sont les biais présents dans mon reportage, les angles morts, les choses que j'aurais peut-être pas assez abordées. Puis ensuite, elle a publié le résultat donc, pour que le public puisse le voir. Et je trouve qu'elle a une démarche intéressante d'échange. On se remet soi-même en question. On dit, mon travail peut être amélioré. Comment ces outils peuvent me servir aussi. Et là, je pense qu'on peut s'adresser à un public très large pour répondre à ta question de 7 à 77 ans et plus et moins. Là. Absolument. Très, très bel exemple. Et puis, peut-être pour terminer la conversation d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on se questionne ou qu'on réponde à la question de quoi avons-nous besoin pour relever le défi de l'éducation aux médias face aux intelligences artificielles. Est-ce que, par exemple, ça a été quand même évoqué plus tôt, là, mais est-ce que le milieu de l'enseignement a besoin d'outiller d'abord les professeurs avant d'outiller les jeunes, Annie? Bien, assurément, c'est sûr que le besoin de formation est présent parce que, vous l'avez tous évoqué, c'est une technologie qui est nouvelle, c'est une technologie qui va excessivement rapidement et donc, comme tout grand réseau, hein, je veux dire, le réseau de l'éducation, il y a besoin de temps pour former tout le monde, c'est-à-dire que on parle d'énormément d'enseignants, c'est plus de 100 000 personnes en même temps. Je comprends que c'est un milieu normé et tout, mais les choses vont vite et comme en fait, je voulais faire un comparatif avec le législateur. Donc, la technologie va vraiment vite et le législateur peine à suivre. Donc, c'est un peu le cas en éducation, bien qu'on ait pris le taureau par les cornes et qu'avec l'aide de Simon, avec l'aide des différents conseillers pédagogiques du récit, hein, c'est notre mandat, dans le fond, d'accompagner le réseau scolaire dans l'intégration pédagogique du numérique. Donc, on s'œuvre à la tâche assurément, mais on est encore au début et puis les choses vont se mettre en place. Moi, j'ai quand même pas de doute. Il faut laisser aussi le temps aller. La pensée critique, par contre, continue, je pense, d'être développée dans différentes sphères. Et donc, ça me surprend pas quand j'entends les élèves de Simon. Au contraire, ça me rassure. Sont bons. C'est ça, quand j'ai levé la main, j'avais envie de dire sont bons, sont beaux, sont pas fous.
Tu sais, sérieux, vraiment. Puis, Ouais. je veux dire, je le voyais avec mes élèves, moi aussi, en classe. Ils ont une profondeur de réflexion. Ils ont cet intérêt, cette curiosité. Pour peu qu'on utilise des stratégies pédagogiques relativement simples, comme une accroche questionnante qui suscite la curiosité. Fait que, il y a des choses à mettre en place, assurément. Un besoin de formation, de connaissances brutes. Parce qu'une fois qu'on s'est dit, ouais, ça me fait un peu peur. Oui, il faut vraiment en parler à l'école, mais qu'est-ce que je connais là-dessus? Quelles sont les connaissances qu'il me manque pour pouvoir le faire? Et puis même porter un jugement qui va être appuyé sur des connaissances. Donc, il y a cette transmission et à développer assurément. Là, je faisais ça cet après-midi. Oui, oui, intéressant. Puis est-ce est-ce que pour les professeurs, on pourrait penser à davantage de collaboration entre les professeurs, partager des approches, la façon dont ça peut être formé en classe? Tout à l'heure, tu parlais de matériel qui serait partagé bientôt avec donc tous les professeurs du secondaire, si j'ai bien compris. Oui, ben en fait, ça va être disponible sur le site du récit du développement de la personne, là. Donc, à partir du 3 novembre, normalement, la journée du numérique, ça va être disponible en ligne. On va le présenter cette journée-là. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Julie April, la conseillère pédagogique qui fait du travail incroyable d'ailleurs. Mais on a des conseillers pédagogiques partout dans la province au récit. On a des conseillers pédagogiques dans nos centres de services scolaires comme enseignants. Souvent, surtout en début de carrière, on ne sait pas forcément c'est qui, comment les contacter, font du travail incroyable pour nous former, nous tenir à jour. Puis cette formation-là est importante pour les enseignants. Il y a peu de temps, je donnais une formation dans une école sur un peu l'intelligence artificielle, puis tout ce qui est l'évaluation à l'ère de ChatGPT. Puis pour plusieurs enseignants, oh, ça y est, ChatGPT, les élèves vont toucher dans toutes les évaluations. Puis là, on se base seulement un peu sur un discours, des fois un peu de peur qui a circulé, mais maintenant, une fois qu'on est au courant des faits, souvent, ça va dédramatiser bien des choses. On va avoir une meilleure compréhension, puis après ça, on va pouvoir agir de manière éclairée par rapport à ça. Et puis dans l'activité, j'ai aussi eu l'activité que j'ai montée, entre autres, il y avait une chercheure universitaire qui s'est assise avec nous. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que tous les enseignants qui veulent se former aient la chance de collaborer avec une chercheure universitaire, mais le VIA fait des choses qui sont super intéressantes. Il faut juste avoir le temps de s'asseoir, le temps de le lire. Quand c'est arrivé ChatGPT, bon, petite histoire, j'ai parti un groupe Facebook, on s'est mis plein d'enseignants à se partager beaucoup d'informations, mais juste essayer de se garder à jour sur le sujet. C'était un effort constant parce que ça évolue tellement vite. Donc, il faut vraiment mettre toutes les ressources qu'on a dans le milieu scolaire, les conseillers pédagogiques, les offres de formation qu'on peut avoir, les enseignants qu'on prenne le temps de s'asseoir tant qu'on ne peut, mais on doit le prendre à mon avis. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'outil, d'être plus rationnel par rapport à son utilisation. Et après ça, si on veut en parler en classe, ben, on va pouvoir guider les élèves parce que les élèves ont des choses à dire par rapport à ça. Premier cours qu'on en parlait de l'année, une élève lève la main, on parlait d'IA générative, puis elle me disait, mais monsieur, j'ai entendu dire que les artistes, des fois, leurs photos se retrouvent dans les images qui sont générées par intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont donné leur consentement à ça? Est-ce que, tu sais, je me dis, tu es une élève en début d'année de secondaire 3 et tu as déjà une réflexion par rapport aux droits d'auteur et l'IA générative. C'est super. Mais comme j'ai pu m'informer là-dessus, j'ai été capable de mener cette activité-là, mais il faudrait que ça se passe dans plus d'écoles, bien évidemment. Probablement qu'avec le nouveau cours de citoyenneté culture québécoise, mais ça va permettre à plus d'enseignants d'aborder ça en classe et je leur souhaite parce que ça donne des conversations qui sont fantastiques avec les élèves. Mm-hmm. Puis on a assez peu soulevé les enjeux démocratiques, sociétaux là, qui sont liés à l'apparition des intelligences artificielles, mais considérant qu'il y en a et on peut se poser des questions à ce sujet-là, est-ce que les médias devraient envisager des actions justement pour se positionner par rapport à tout ce qui va se passer? Et tu posais la question, Ève, de quoi on a besoin. C'est une question que j'aime beaucoup et j'aime aussi la question de quoi le public a besoin. Parce qu'on est au cœur du rôle des médias, puis des médias publics en particulier, puis l'intelligence artificielle peut nous aider à cibler cette question-là de façon un petit peu plus simple. Toutes les personnes ici dans la salle aujourd'hui, toutes les personnes qui nous écoutent ont probablement des besoins propres aussi par rapport à l'information sur ce sujet-là. Il y a des méthodes qui pourraient nous aider à aller chercher pour se brancher directement là-dessus. À l'interne, les médias, je pense, ont besoin de créer des espaces d'expérimentation en ce moment. Des endroits où on peut oser se tromper. On le disait, ça évolue tellement vite. Personne ne peut prétendre être spécialiste en intelligence artificielle. Je parle du côté des professions
variés, pas des spécialistes et des scientifiques du domaine. Donc, il faut avoir ces espaces où on peut essayer, où on peut se tromper. Je voyais cette semaine Radio France organiser un forum dans ces bâtiments avec des espèces de petits stands à gauche, à droite, où on présentait des solutions. Les gens pouvaient venir se poser des questions. À Radio-Canada, on a un groupe qui a été mis en place par Florent Dodin, un collègue, justement pour nourrir les discussions autour de tout ça. Mais au-delà de ce qui se passe à l'interne, je pense qu'il y a un besoin de s'ouvrir et de voir à l'externe quels ponts peuvent être construits. Puis là, si on rêve un peu, quels ponts peuvent être construits entre les médias et le milieu de l'éducation pour avancer ensemble là-dedans et relever ces défis qui touchent vraiment au cœur de la démocratie. Et quels ponts on peut faire aussi avec le milieu qui produit ces systèmes d'intelligence artificielle. OpenAI, par exemple, a mis en place un fonds de 10 millions de dollars aux États-Unis pour offrir des bourses directement à des salles de presse locales, fournir aussi l'accès à ces systèmes. C'est intéressant, mais il y a le risque aussi d'augmenter la dépendance à ces outils. On voit ce que ça donne en ce moment avec les réseaux sociaux. C'est un jeu qui peut être dangereux. Est-ce qu'on peut faire des associations avec le mouvement open source qui est important aussi? Donc, je pense qu'il y a différentes pistes qu'on peut regarder à ce niveau-là, toujours dans l'idée vraiment de remettre la société au cœur des actions. Absolument. Pour terminer, est-ce que le meilleur financement des médias et du milieu de l'éducation pourrait aider aussi à relever tous ces défis? Grande question, hein? L'argent mène le monde. Mais oui, c'est sûr que outiller, en fait, l'argent, c'est un des outils qui fait partie de l'équation, assurément. Ce sur quoi j'avais envie de terminer, c'est le fait que ce que vous mettez en lumière, en fait, c'est pas dénué de la mission de l'École québécoise. Hein. L'École, elle se veut même une école de quartier, elle se veut le cœur de ce quartier-là. Les locaux sont disponibles aux citoyens normalement. Et donc, c'est dans son mandat de faire le lien avec la famille, avec la communauté, avec la recherche universitaire. Et donc, les ponts, ils sont supposés être construits, peut-être qu'ils sont un peu bancals, mais les infrastructures sont là pour qu'ils vivent finalement. Donc, à nous de saisir l'opportunité, un peu comme tu l'as fait, Simon. Mais, ouais. Puis, avec les programmes de recherche-action à l'université, de plus en plus, moi, je suis témoin de recherche entre les milieux vraiment terrain et le milieu universitaire. Donc, il y a là plein de on dirait que tous les ingrédients sont là. Ça prend un chef cuisinier. Tous les ingrédients sont quand même là pour peu qu'on sache les utiliser puis en tirer les bénéfices. Oui, puis si je peux me permettre, c'est un peu ce qu'on essaie de faire justement au CQIMI, de créer des ponts entre les médias, les journalistes, puis le milieu de l'éducation et le grand public. Donc, voilà, c'est de la poursuite de notre mission. On va sûrement s'intéresser de plus en plus à l'IA. Merci donc à nos 3 panélistes. Ça serait maintenant la période de questions, soit de Zoom si Roxane, il y en a pas. Ou les gens dans la salle. Puis si ça s'adresse à une personne en particulier, simplement le mentionner, s'il vous plaît, après vous être présenté. Bonjour, Pierre Mondor, Cégep Montmorency. Ça s'adresse à tout le monde. Vous avez parlé que vous essayez d'outiller les enseignants face à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est outillé pour répondre à ça? Et si oui, l'est-il adéquatement? Est-ce que quelqu'un veut répondre? On dit parfois que les silences sont révélateurs. C'est une situation hors contexte. Le silence, oui, voilà. Annie, est-ce que toi qui travailles au récit... Je pense que ça dépasse un peu mon spectre de compétences. J'imagine qu'il y a énormément de professionnels dans les différents ministères qui s'œuvrent là-dessus, mais... Oui. Bon. Voilà. Désolée, on peut... C'est ça. On ne sait pas. En fait, je pense que chacun pourrait probablement répondre en termes d'opinion personnelle, mais comme dit Annie, en termes de compétences sur le sujet, ce serait risqué de s'avancer. Ce qu'on peut constater, ceci dit, c'est on parlait de la course au développement technologique. Il y a un petit peu une course pour faire un rattrapage au niveau législatif et politique en ce moment, puis on peut le voir partout dans le monde. En Europe, il y a le AI Act qui est sur les rails pour justement encadrer, baliser le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Au Canada, il y a la loi C-18 qui serait déposée prochainement, qu'on attend aussi. Donc, beaucoup de
tractations qui se font parfois en coulisses, parfois dans des consultations publiques, avec la participation des parties prenantes aussi. Et à travers tout ça, il faut le dire, un effort de lobbyisme aussi du côté de certaines compagnies qui veulent en même temps montrer patte blanche et en même temps s'assurer que la législation aille dans le bon sens. C'est là, je pense, qu'on revient à l'importance de l'éducation et à l'importance du traitement médiatique aussi de ces discussions-là pour que tout le monde puisse avancer ensemble là-dedans, parce que le mot que je retiens personnellement, c'est course et rattrapage. Je ne pourrais pas répondre pour le gouvernement, mais ce que je peux dire, c'est que dans le gouvernement, on a des personnes extrêmement connaissants sur le sujet. On a beaucoup de personnes, que ce soit au ministère, que ce soit des conseillers pédagogiques, qui ont une réflexion, qui ont pris le temps de réfléchir à ça, de s'informer là-dessus. Puis comme enseignant, moi, je sais que quand j'ai des questions, puis c'est arrivé récemment, j'avais une question sur certains usages éthiques de l'IA, mais j'ai écrit à des conseillers pédagogiques au récit, puis dans le temps de un après-midi, j'ai eu plusieurs réponses qui m'ont permis d'avancer ma réflexion. Donc, je ne peux pas me prononcer pour le gouvernement, mais tout ce que je peux dire, c'est que dans notre système en général, on a des ressources qui existent, de personnes qui sont compétentes, qui sont informées, qui sont réfléchies et qu'on a juste à aller saisir, à aller leur envoyer un message, juste aller chercher ça et ça va nous permettre d'avancer. Donc, dans le gouvernement, oui, il y a des personnes incroyables. C'est bien de le souligner. Juste compléter, dans le fond, au printemps dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur a organisé une journée de réflexion avec les différents établissements d'enseignement supérieur. Donc, je sais que ça a eu lieu et puis qui était supposé, en fait, quand ça s'est terminé dans son discours, elle disait que c'était hautement intéressant. Puis, je pense que les acteurs du milieu, bien, je ne sais pas si peut-être que vous y étiez aussi, mais les acteurs du milieu étaient quand même contents de cet effort d'être ensemble parce que les milieux, puis là, vous me sortez de ma zone de confort, mais les milieux post-secondaires, mettons, font plus cavalier seul parfois. Et là, il y avait vraiment un sentiment d'être ensemble devant cet enjeu-là et de partage d'expertise et de ressources. Donc ça, c'est donc un exemple de ce qui se passe. Sinon, je sais que le Conseil de l'innovation du Québec a été en prospection pendant le printemps. Donc, il y a eu une grande consultation publique auquel tout le monde pouvait participer. Et là, le 2 novembre prochain, j'ai vu qu'il y avait un événement qui portait sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est à distance toute la journée pour se mettre à jour par rapport à ces travaux-là. Et normalement, ils devraient émettre des recommandations sous peu. Là. Donc, voilà. Fait que là, je fais du cherry picking dans ce que j'ai vu passer. Mais ce qu'on peut peut-être souligner aussi par rapport à ça, c'est que dans le fond, il n'y a pas... Les efforts, effectivement, ont lieu, il y a des personnes qui travaillent là-dessus et il n'y aura pas une solution unique. Un petit peu comme avec les systèmes de détection de l'intelligence artificielle, on est face à un paquet de défis et on aimerait avoir une réponse simple, qu'elle soit technologique ou qu'elle vienne des entreprises ou que le gouvernement, entre guillemets, vienne nous apporter une solution qui sera fiable et qui va nous rassurer. Je pense que ça va être un éventail de solutions à regarder, en incluant évidemment les entreprises elles-mêmes. C'est intéressant de voir aussi que la façon dont on conçoit un système d'intelligence artificielle peut après avoir des conséquences directes sur la société, bénéfiques ou négatives. Et donc le but du jeu, je pense, ça va être de trouver les bons incitatifs pour s'asseoir ensemble et avancer ensemble à partir de là. Peut-être que tu sauras mieux que moi, mais il me semble avoir vu dernièrement passer une espèce de qui est le mieux équipé dans le monde par rapport à l'intelligence artificielle. Puis le Canada, on faisait quand même... c'était pas gênant, là. Donc, on a vraiment, je pense, des chercheurs, des personnes qui vont au-delà, qui sont des têtes de file, des chefs de file dans leur domaine. Donc, peut-être qu'on est des leaders, dans le fond. Je peux ajouter ça, je le présente à mes élèves, je leur dis, je ne sais pas si vous le savez, mais au Québec, on a parmi les meilleurs chercheurs, ou du moins, on a des très grands chercheurs, puis c'est un certain élément de fierté. Les élèves sont fiers de se dire, hey, mais on a une reconnaissance là-dessus, c'est un domaine qu'on peut explorer, puis qu'au Québec, on sait que si on s'en va là-dedans, on va avoir une réputation qui va nous suivre. Donc, c'est vraiment une belle fierté à avoir, je trouve.
Voilà, pardon, je répète, donc j'étais en train de dire que je ne savais pas le prénom de l'enseignant qui était avec nous, mais entre-temps, je me suis souvenu que c'était Simon. Juste, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est quand même globalement un discours positif sur l'intelligence artificielle, notamment positif en ce qui concerne les jeunes générations. C'est-à-dire qu'au fond, elles sont peut-être moins inquiètes ou plus avisées, je ne sais pas comment le prendre, que des générations plus anciennes qui paniquent face à quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que finalement, ça vous rend optimiste sur la capacité de vos élèves, qui dans quelques années seront des citoyens à part entière, à maîtriser tous les défauts et tous les côtés inquiétants, voire obscurs, de l'intelligence artificielle? Ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est sûr que moi, avant de faire l'activité avec mes élèves, quand je leur posais la question, c'est quoi ton opinion de l'intelligence, plusieurs élèves disaient, ce sont des robots qui vont détruire le monde. Donc, on avait aussi ce discours-là dans les élèves, mais parce qu'on a décidé de prendre le temps d'y réfléchir, parce qu'on a décidé de prendre le temps de regarder techniquement comment ça fonctionne, c'est quoi les enjeux éthiques, de réfléchir sur des mises en situation qui sont des utilisations ni blanches ni noires de l'IA, donc d'être dans la nuance, d'apprendre à apprivoiser cette nuance-là, puis de se dire, bon, ben, je ne le sais pas, je vais prendre le temps d'aller m'informer, je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça, bien, parce que ça a été fait. Mais là, les élèves étaient plus en mesure d'être nuancés et pas d'être dans un discours de panique par rapport à l'intelligence artificielle, donc d'être un peu plus rationnels dans leur réflexion. Mais c'est parce qu'on a pris ce temps-là en classe de le faire. Donc, moi, je ne peux pas m'exprimer pour tous les élèves de la province, mais c'est en ayant ces moments-là dans l'école de réfléchir sur des enjeux, pas que l'intelligence artificielle, mais d'autres enjeux, que ça va nous amener, selon moi, vers là. Donc, pour répondre à la question, c'est un peu, ça dépend comment on l'aborde en classe, je vous dirais. Ouais. Oui, pour ajouter un élément complémentaire, encore une fois, depuis mon point de vue, situé via les interactions que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, la panique et la peur, je l'ai observé parmi toutes les générations. Et le contraire aussi, une aisance, un recul critique, de l'ironie. Mais les jeunes, j'ai vraiment parfois reçu des questions de gens effrayés, des ados, des enfants qui me disaient « Madame, est-ce que le robot est méchant ?» On partait vraiment de là. Est-ce que, puis c'est tout près d'eux, c'est dans leur téléphone, est-ce que My AI peut avoir accès à l'ensemble de mon téléphone? Est-ce qu'il peut savoir où je suis? Donc on repartait vraiment aux bases, on parlait de citoyenneté numérique, on repartait vraiment des bases et il y avait un besoin justement de réponses à des questions très très concrètes qui les touchaient quelque part dans leur intimité. Puis ces questions, on les retrouve, je pense, à travers toutes les générations. Annie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. C'est rare. Donc, en fait, c'est comme un outil aussi, on peut le voir comme ça. Hein? Il y a des aspects positifs à chaque outil, puis il y a des enjeux, puis ça soulève des problèmes aussi. Oui, puis je trouve que pour dégonfler un petit peu l'anxiété, le jeu, c'est une bonne approche. Et encore là, je pense que ça peut toucher toutes les générations. J'ai vu des initiatives assez intéressantes dans les médias, par exemple, en Italie, Il Foglio, qui a lancé un défi à ses lecteurs et à ses lectrices pendant 30 jours. Ils ont annoncé d'entrée de jeu, toute la semaine, on va publier des textes qui auront été générés par un outil d'intelligence artificielle. On vous met au défi d'identifier quels sont ces textes. À la fin de la semaine, si vous avez réussi, on vous offre un abonnement et une bouteille de champagne. Ça, c'est un bon incitatif pour amener les gens à réfléchir. À partir de là, qu'est-ce qui fait la différence entre un texte rédigé par un ou une journaliste ou par un système d'intelligence artificielle? Puis il y en a beaucoup d'autres, des exemples comme ça, mais je trouve que c'est une manière d'amener les gens avec nous dans ce questionnement-là. Oui, absolument. C'est un bel exemple. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être? Non, ça va. Ben alors, je remercie encore nos trois. Ah, quelqu'un, j'ai vu un petit... Anne, vas-y, mais tu dois te lever par contre. On aime ça. Un journal numérique qui explique l'actualité aux jeunes et on donne énormément d'ateliers d'éducation aux médias justement et l'information dans les écoles primaires et secondaires. On parle beaucoup du secondaire, mais nous on pense qu'il faut commencer avec les plus jeunes, donc même aux primaires, on leur apprend ce que c'est qu'une source fiable et on est très fiers de ça. En fait la question c'était aussi, on parle des journalistes justement et de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on forme les journalistes à utiliser l'intelligence artificielle? J'en parlais avec des collègues qui commence à utiliser ça quand on a le syndrome de la page blanche, quand à un moment donné on n'a pas le temps et puis qu'il faut vite.
Puis moi, j'ai des journalistes avec qui je travaille, je commence à en parler avec eux, mais je me dis, comment je les guide là-dedans? Est-ce qu'en tant que directrice de publication, j'accepte des textes qui sont écrits éventuellement, parce que je ne le sais pas forcément avec l'intelligence artificielle? Comment moi, je peux être certaine que... Enfin, tu sais, je fais du fact-checking, évidemment, mais je trouve que notre rôle, il est aussi crucial là-dedans. Puis voilà, si vous avez des éléments là-dessus. Je vais me permettre de sauter dans la mêlée. C'est une excellente question parce que le journalisme, depuis, on pourrait dire pratiquement toujours, a avancé de pair avec les révolutions technologiques, l'une après l'autre. Et là, on en a une nouvelle et probablement qu'il y en aura une autre par la suite. La question, c'est comment on avance là-dedans en se mettant à jour, en prenant les bonnes décisions et en se posant aussi les bonnes questions. Parce que quand on regarde l'utilisation de l'IA générative par les salles de presse, il y a un éventail d'utilisations qui sont possibles. Certaines sont tout à fait bénignes. Ça peut être de la traduction, ça peut être, tu parlais de brainstorming, on est dans de l'aide à l'idéation, mais ça va jusqu'à la génération de textes purs et simples, et on a vu des exemples assez tragiques d'erreurs qui ont été mises en ligne et corrigées après coup. Ça n'aide pas à renforcer le lien de confiance avec le public. Mais il y a des utilisations qui sont différenciées, et moi, dans la dernière année, j'ai vraiment vu une éducation au sein du métier en lui-même, c'est-à-dire que les journalistes sont en train d'apprivoiser ces nouveaux outils. Il y a de plus en plus de ressources qui sont mises en ligne, comme probablement dans le milieu d'éducation. Donc, des formations qui sont accessibles gratuitement ou pas, des initiatives à l'intérieur des médias aussi. À Radio-Canada, par exemple, en ce moment, on est là-dedans. Je sais que c'est le cas pour d'autres médias aussi. Mais j'ai l'impression que là, la mise en commun va être assez importante, justement, parce qu'il faudra trouver une façon de se tenir à jour avec des outils qui évolue aussi. Donc, on peut apprendre quelque chose qui, finalement, dans 3 mois, n'est plus tout à fait pertinent. C'est des grandes questions qui vont se poser en continu. J'ai l'impression qu'on doit apprendre à continuer à vivre avec ça. Oui. Dernière question, Richard? Non? Oui. Richard Verly du média suisse Blick. C'était plutôt un complément d'information parce que nous, la question s'est posée à Blick, dont j'ai fait la présentation ce matin, donc un média qui veut résolument viser une clientèle, un lectorat plus jeune et qui a cette tradition d'un lectorat populaire. On a commencé à utiliser par exemple les photos. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de photos, à vrai dire c'est plus des illustrations générées par les logiciels que vous connaissez d'intelligence artificielle. Et alors là, ça a été intéressant parce qu'on l'a fait pour, de mémoire, 4 ou 5 articles, et notamment, je cite parce que ça permet de comprendre, il y avait un article qui portait sur l'arrestation d'un trafiquant de drogue dans la région de Lausanne, donc au milieu de la Suisse. On n'avait pas sa photo, donc notre service iconographique a introduit drogue, il avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à prendre un jet privé sur l'aéroport de Genève. Bref, toutes ces données mises ensemble ont fait qu'on est arrivé à une image où on voit des types avec des mines patibulaires rentrer dans un jet privé. Ça a eu un avantage, je trouve, alors là c'est une opinion, c'est que ça a eu 2 avantages. Premièrement, il faut bien le dire, ça a fait exploser la lecture de l'article. Et l'article était bon. L'article était bon. L'article n'a pas été, lui, rédigé par ChatGPT. On parle juste de la... Comment dirais-je, si vous regardez notre homepage, notre page d'accueil, vous verrez comment le site est conçu. Donc, il y a toujours une grosse illustration. Le premier avantage est donc un avantage quand même de susciter l'intérêt, la curiosité. Et le deuxième avantage, c'est que ça a suscité le débat qui a suivi. C'est-à-dire que très vite, à la rédaction, au sein de la rédaction et au sein des lecteurs, le débat est venu sur l'intelligence artificielle. Donc moi, je trouve que l'utiliser l'intelligence artificielle dans des cas comme ça peut être quand même assez positif, parce que ce n'est qu'en regardant des cas concrets qu'on peut en mesurer à la fois peut-être les vertus et en tout cas les dangers. J'ai une question pour vous, vous l'aviez mentionné quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme exemple, et ce que je retiens aussi, c'est l'importance de la mise en contexte. C'est-à-dire, au-delà de l'utilisation de l'outil pour créer un contenu qui a été publié, on s'est donné les moyens d'avoir une conversation avec le public autour de cet outil et de ses possibles réverbérations. Puis je trouve que c'est un peu l'autre pendant de la question précédente, c'est-à-dire, oui, il y a la formation, mais il y a aussi l'encadrement, les balises pour l'utilisation de ces outils, et ça, c'est un autre mouvement qu'on voit en ce moment, un mouvement de fond dans les médias un petit peu partout dans le monde, c'est quelles sont les balises qu'on se donne nous-mêmes
même pour l'utilisation de ces outils. Elles vont varier d'un média à l'autre. Par exemple, à Radio-Canada, on a décidé pour l'instant de mettre de l'avant l'expertise humaine. Donc, on ne publie pas évidemment quelque chose qui n'a pas été vérifié par des humains. Il y a un processus aussi collaboratif avec les équipes éditoriales, les équipes de gestion aussi. Donc, on doit toujours avoir une conversation avec nos gestionnaires avant d'utiliser un de ces outils. Il y a l'aspect de transparence que tu viens de nommer, Ève, c'est-à-dire que s'il y a une utilisation qui est faite, ça va être mentionné. Et puis, la sécurité des données aussi, une grande attention qui est apportée à ça. Je reviens à l'aspect des besoins du public. Ces outils peuvent permettre aussi de répondre à des besoins, par exemple, en termes d'accessibilité. Des personnes qui peuvent avoir des difficultés à accéder au contenu, ça peut faciliter les choses. Et là, on est dans un ordre où il y a moins de préoccupations éthiques. Donc, on revient à l'idée de différenciation. Merci. Merci donc aux 3 panélistes qui étaient en présence ou en visio avec nous. Donc, Simon Duguay, Annie Turbide, Chloé Sonderhorst. Et puis, je termine simplement en vous disant que le CQIMI offrira très bientôt des compléments donc, à ces formations 30 secondes qui incluront donc, des activités préparatoires où on montre des exemples d'images truquées par l'intelligence artificielle. Puis, on invite les jeunes à se poser des questions sur les images, comment les repérer, mais aussi réfléchir aux impacts de la désinformation où on utilise, par exemple, là, on parle d'écoles satanistes aux États-Unis. Comme tu disais, Simon, on sait maintenant que c'est peut-être plus difficile de détecter les erreurs d'image dans les images générées par l'intelligence artificielle. Les mains sont mieux faites peut-être maintenant. Mais bref, juste simplement pour rappeler qu'au CQMI, donc, il y aura aussi des activités autour de l'intelligence artificielle et des problèmes, la désinformation et comment, dans le fond, repérer et aiguiser son esprit critique face à tout ça. Donc, merci. Merci encore à tous d'être ici. Merci du côté du CQMI. Merci. Hein?